De là, une distinction entre deux espèces de classification applicables aux éléments de collections infinies. Les classifications prédicatives, qui ne peuvent être bouleversées par l'introduction de nouveaux éléments, les classifications non prédicatives, que l'introduction des éléments nouveaux oblige à remanier sans cesse. Supposons par exemple que l'on classe les nombres entiers en deux familles suivant leur grandeur. On peut reconnaître si un nombre est plus grand ou plus petit que 10 sans avoir à envisager les relations de ce nombre avec l'ensemble des autres nombres entiers. Quand on aura défini, je suppose, les 100 premiers nombres, on saura quels sont ceux d'entre eux qui sont plus petits et ceux qui sont plus grands que 10. Quand on introduira ensuite le nombre 101 ou un quelconque des nombres suivants, ceux des 100 premiers entiers qui étaient plus petits que 10 resteront plus petits que 10. Ceux qui étaient plus grands resteront plus grands. La classification est prédicative. Imaginons au contraire qu'on veuille classer les points de l'espace et que l'on distingue ceux qui peuvent être définis en un nombre fini de mots et ceux qui ne le peuvent pas. Parmi les phrases possibles, il y en aura qui feront allusion à la collection tout entière, c'est-à-dire à l'espace ou à des parties de l'espace. Quand nous introduirons de nouveaux points dans l'espace, ces phrases changeront de sens. Elles ne définiront plus le même point. Ou bien elles perdront toute espèce de sens. Ou encore, elles acquerront un sens alors qu'elles n'en avaient pas auparavant. Et alors, des points qui n'étaient pas définissables deviendront susceptibles d'être définis. D'autres qui l'étaient cesseront de l'être. Ils devront passer d'une catégorie dans une autre. La classification ne sera pas prédicative. Monsieur Russell a publié dans l'American Journal of Mathematics, volume 30, sous le titre Mathematical Logics as Based on the Theory of Types, un mémoire où il s'appuie sur des considérations tout à fait analogues à celles qui précèdent. Après avoir rappelé quelques-uns des paradoxes les plus célèbres chez les logiciens, il en cherche l'origine, et il la trouve avec raison dans une sorte de cercle vicieux. On a été conduit à des antinomies parce qu'on a envisagé des collections contenant des objets dans la définition desquels entre la notion de la collection elle-même. On s'est servi de définitions non prédicatives. On a confondu, dit M. Russell, les mots all et any, ce que nous pouvons rendre en français par les mots tous et quelconque. Il est ainsi conduit à imaginer ce qu'il appelle la hiérarchie des types. Soit une proposition vraie d'un individu quelconque d'une classe donnée. Par un individu quelconque, nous devons entendre d'abord tous les individus de cette classe que l'on peut définir sans se servir de la notion de la proposition elle-même. Je les appellerai des individus quelconques du premier ordre. Quand j'affirmerai que la proposition est vraie de tous ces individus, j'affirmerai une proposition du premier ordre. Un individu quelconque du deuxième ordre, ce sera alors un individu dans la définition duquel pourra intervenir la notion de cette proposition du premier ordre. Si j'affirme la proposition de tous les individus du deuxième ordre, j'aurai une proposition du deuxième ordre. Les individus du troisième ordre seront ceux dans la définition desquels peut intervenir la notion de cette proposition du deuxième ordre, et ainsi de suite. Prenons l'exemple de l'Épiménide. Un menteur du premier ordre sera celui qui ment toujours, sauf quand il dit « je suis un menteur du premier ordre ». Un menteur du deuxième ordre sera celui qui ment toujours, même quand il dit « je suis un menteur du premier ordre », mais qui ne ment plus quand il dit « je suis un menteur du deuxième ordre ». Et ainsi de suite. Et alors, quand Épiménide nous dira « je suis un menteur », nous pourrons lui demander « de quel ordre ?» Et c'est seulement après qu'il aura répondu à cette légitime question que son assertion aura un sens.